Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2700 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 1er décembre avec un anniversaire. Donc c'est celui de l'Algérien Ismaël Benasser, il fête aujourd'hui ses 26 ans en ce 1er décembre. Et une petite info en plus les gars concernant Benasser. Donc is back, c'est-à-dire il est de retour. Benasser figurera dans le groupe de l'AC Milan qui affrontera Frosinone demain. Et ça faisait plus de 6 mois les gars qu'il était blessé quand même, Ismaël Benasser. Donc il a repris l'entraînement il y a déjà quelques semaines. Donc normalement demain il va faire son grand retour dans le groupe de l'AC Milan. Et ça c'est une bonne nouvelle déjà pour l'AC Milan et aussi pour l'Algérie au vu de la CAN qui va débuter dans à peu près un mois. On continue les gars, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier. Hier soir on était jeudi et c'était une semaine de Coupe d'Europe. Donc il y avait bien sûr beaucoup de rencontres. On va parler des clubs français et tout d'abord l'Olympique de Marseille qui jouait contre l'Ajax Amsterdam. Donc un match complètement fou, ça avait été déjà le cas lors du match aller. Au match aller il y a eu 3-3. Au match retour on se dirigeait en plus sur un 3-3 avant qu'Aubameyang les gars marque à la 93e minute. Et du coup donne l'avantage à cette équipe de Marseille. Marseille à chaque fois mené dans le match, à chaque fois l'équipe de l'Ajax égalisait juste après, regardez 9e Aubameyang, 1 minute après égalisation de l'Ajax, Mbamba 26e, 30e, donc 4 minutes après égalisation de l'Ajax, à chaque fois en gros ils égalisaient cette équipe de l'Ajax et à la fin du compte, voilà, Marseille a réussi à inscrire ce dernier but sur penalty, sur une grosse boulette quand même du gardien de l'Ajax qui fait faute sur Ismail Assar, mais bon il aurait dû la prendre, tant mieux bien sûr pour l'OM. Donc cette victoire est quand même méritée parce que j'ai regardé le match et regardé même d'après les stats les gars, il n'y a rien à dire, plus de 20 tirs, 10 tirs cadrés pour l'OM, 4 buts inscrits, alors que l'Ajax les gars ils ont eu seulement 6 tirs, 5 tirs cadrés et 3 buts inscrits, ils ont été plutôt efficaces. Donc Marseille a été également un peu plus efficace, ils auraient pu plier le match bien avant la fin de la rencontre, mais bon le plus important c'était la victoire et la victoire a été obtenue au Vélodrome pour cette équipe de l'OM, et l'OM sur le gong avec ce but d'Aubameyang, j'ai dit son troisième but inscrit en toute fin de rencontre, et il fait la une aujourd'hui du journal Équipe, Pierre-Emerick Aubameyang. Donc Aubame retourne level parce qu'hier il a marqué un magnifique but, donc il inscrit 2 pénaltys et un bijou, un retour acrobatique. Il y en a pas mal là, tiens, ces dernières semaines, des retours acrobatiques. Je pense à celui de Garnacho. Il y en a pas mal qui marquent ce genre de but. Et Aubameyang, c'est le dernier en date. Donc, si on zoome un petit peu sur cette une, donc très critiquée depuis le début de la saison par les supporters de l'OM en raison de son inefficacité. Aubameyang, auteur d'un triplé, dont un magnifique ciseau, a été le héros d'un match complètement fou. C'est bien sûr lui qui a été élu homme du match. Il marque le triplé. Aubameyang, donc bien évidemment, il a été MVP de la partie. Et voilà, on revient sur son magnifique ciseau. Regardez ce bijou de l'attaquant gabonais, et sifflé avant le match, je dis il était sifflé parce qu'en gros il n'était pas bon depuis le début de la saison, donc il a reçu des sifflets. Donc il inscrit le triplé et à la fin du match ovationné, donc voilà ça change. Donc c'est vrai qu'il a répondu parfaitement au sifflet en début de match, tout simplement Aubameyang en inscrivant 3 buts lors de cette belle victoire marseillaise 4-3. Donc 9e, 48e et 93e minutes ont été les minutes des buts inscrits par l'attaquant marseillais. Et toujours avec lui, donc c'est également son premier triplé du côté de Marseille. Il avait déjà inscrit je crois un doublé dans un autre match, mais voilà, jamais encore un triplé, chose faite pour l'attaquant gabonais qui performe comme en Europa League. Je crois que ça doit être le meilleur buteur de l'Europa League, mais on sait que c'est en Ligue 1 où il a du mal à marquer dans le championnat français. Et toujours avec lui, donc il est devenu hier soir le 3e joueur africain de l'histoire à atteindre les 50 buts en Coupe d'Europe après Didier Drogba et 50 et Mohamed Salah 56. Donc félicitations bien sûr à l'attaquant Aubameyang. Toujours avec Aubameyang et aussi Correa, parce que lui aussi il a commencé titulaire et son nom a été également sifflé, donc lui il a joué contrairement à Aubameyang qui a fait un bon match. Correa les gars il a encore rien montré, c'est que c'est très très décevant pour le joueur prêté, n'oubliez pas, par l'équipe de l'Inter Milan. Et donc après il est sorti sur blessure parce qu'il a pris vraiment un terrible tacle de la part d'un joueur de l'équipe de l'Ajax. Donc voilà, donc au début l'arbitre n'avait pas mis carton rouge, il lui avait mis carton jaune. La VAR l'a appelé l'arbitre d'aller voir les images parce que ça méritait peut-être un carton rouge. Il a bien pris carton rouge. Regardez-moi ce tacle. Donc là en plus il arrive vraiment comme une balle, le joueur de l'Ajax. Il aurait pu casser les jambes de Correa. Heureusement Correa a pu se relever, mais bon il est sorti sur blessure juste après en espérant que ça soit pas trop grave. Donc le joueur de l'Ajax les gars complètement choqué. Pour lui ça méritait peut-être même pas un carton jaune. Donc voilà, il était complètement à l'ouest. Donc Berghuis il a dit, donc celui qui fait le tacle, je fais un tacle, je touche le ballon puis je continue à glisser, j'emmène le joueur avec moi, c'est vrai, mais comme ça c'est l'engagement, tu peux casser la jambe du joueur. Et il a dit par rapport à l'arbitre, donc l'arbitre était italien, peut-être un ami de Gattuso.
En gros, voilà, c'est parce que vu qu'il était italien, Gattuso italien et l'arbitre était italien, c'est pour ça peut-être qu'il a pris un rouge tout simplement sur ce tacle, alors que non, il avait complètement rouge, hein, ça aurait été dans le sens inverse, je l'aurais dit, hein, que Marseille a mérité rouge, mais là ça mérite totalement un rouge bien sûr. Donc lui il était choqué parce que pour lui, pour le joueur de l'Ajax, ça volait même pas un carton jaune. On continue les gars, on va parler de ce joueur Ismaïla Sarr, hein, très critiqué également depuis le début de la saison. À juste titre, hein, Ismaïla Sarr est en train de réaliser un sacré match, hein, sur son côté droit. On commence enfin à revoir petit à petit la fusée qu'on avait découverte du côté de Metz et du Stade Rennais. C'est vrai que début de saison ça a été délicat pour lui et hier il nous a fait vraiment un gros match, hein. Ismaïla Sarr, ça fait plaisir. Il a obtenu 2 pénaltys, bon il n'a pas marqué mais les 2 pénaltys, le premier d'Aubameyang et le dernier d'Aubameyang. Où c'est la boulette quand même du gardien, hein, de l'Ajax qui laisse reposer le ballon, mais il était bien là, il était là au bon endroit au bon moment, hein, donc il a provoqué le penalty, de gros match, hein. Et c'est vrai que les autres joueurs africains du côté de l'OM ont été performants, donc Aubameyang triplé, Mbamba magnifique but de la tête, hein, sur corner, Harit une passe D et Sarr, hein, j'ai dit 2 penalties provoqués. On va parler d'un autre joueur africain, c'est Ndiaye, hein, qui a commencé sur le banc, et Gattuso et Ndiaye se sont embrouillés ce soir avant l'entrée en jeu du Sénégalais, alors que l'OM venait de se faire égaliser à 11 contre 10, hein, face à l'Ajax. En plus Marseille, à un moment dans le match, quand ils ont pris le carton rouge de l'Ajax, Marseille menait 3-2. Ils ont pris quand même le 3-3 quelques minutes après, donc c'était pas fou, hein. Ils jouaient avec un joueur en moins l'Ajax, puis ils avaient su égaliser. Heureusement qu'Aubameyang a su marquer ce but en toute fin de rencontre pour donner tout simplement la victoire méritée de l'OM. On va parler de Jonathan Klaus. Bon, il n'a pas marqué mais il a délivré comme souvent une passe D. Donc ses stats cette saison en Europa League, hein, seulement en Europa League, donc c'est un but et déjà 4 passes D, hein. Je pense que c'est peut-être lui le meilleur passeur actuellement de cette coupe européenne. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, hein, sur cette belle victoire de l'OM, longue à se dessiner parce que but de Aubameyang à la 93e, mais victoire méritée parce que Marseille méritait totalement les 3 points. Et l'autre match dans la même poule, c'est entre l'AEK Athènes et Brighton, et c'est Brighton, hein, qui fait la très bonne opération, s'imposant 1-0 du côté de Athènes. Et du coup classement ça donne quoi? Il reste plus qu'une journée, hein, ça sera dans 2 semaines, jeudi dans 2 semaines. Donc Marseille premier 11 points, Brighton deuxième 10 points et Athènes 4 points et l'Ajax 2 points. Donc Marseille, on peut déjà dire, et c'est officiel, est qualifié pour la suite de l'Europa League, vu que c'est les 2 premiers qui se qualifient. Après c'est mieux de terminer premier parce que si tu finis premier, eh ben, tu passes directement en 8e de finale, mais si tu finis deuxième, en gros, tu es en 16e de finale, c'est-à-dire que tu joueras contre un 3e de Ligue des Champions. Vous savez, les 3e de LDC vont être reversés en Europa League. Donc ça fait en gros 2 matchs de plus, c'est vrai. Mais tu peux sauter en 16e. Donc c'est pour ça, vaut mieux finir premier. Comme ça, tu es directement en 8e. Donc voilà, Marseille, en gros, leur dernier match à Brighton. Il ne faudra pas perdre. Un nul, ça passe. Une victoire, ça passe également. Une défaite. Marseille finira 2e et du coup devra jouer un 16e de finale contre un 3e de Ligue des Champions. Et concernant la 3e place, hein, qui sera reversée en Europa Conference League. Donc ça se jouera lors du dernier match entre l'Ajax, qui seront obligés de gagner, hein, contre l'équipe de Athènes. On continue les gars avec un autre club français, c'est le Stade Rennais qui joue contre le Maccabi Haïfa, et tranquille, hein, pour Rennes, une belle victoire 3-0, Terry Gouiri et Rieder en toute fin de match à la 93e minute de jeu, et du coup grosse victoire du Stade Rennais. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, il n'y a rien à dire. 65% de possession de balle, 18 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts, hein, très efficace les Rennais. Bon, après l'équipe de Maccabi Haïfa, les gars, c'est 0 tir cadré dans le match, hein. Mandanda, je sais pas si c'est lui qui golait, mais il a eu aucun tir à arrêter, donc voilà, victoire logique de Rennes, hein. Et une petite info concernant Martin Terrier, parce qu'on a pu le voir là dans les buteurs, le premier buteur du match à la 29e, et ça faisait plus d'un an les gars qu'il attendait de marquer un but, hein, parce qu'il a été blessé, un ligament croisé, il a beaucoup loupé de mois là ces derniers temps, donc là depuis quelques semaines il a repris la compète, puis hier il a été buteur, donc ça fait plaisir bien sûr pour l'international français. Et du coup classement ça donne quoi? Donc Rennes actuellement 12 points, Villarreal 6 points, Pana 4 points et Haïfa 1 point. Donc Rennes les gars est sûr d'être déjà ils sont qualifiés sûr de terminer à la première place. Voilà, donc ce qui veut dire que Rennes, hein, jouera directement les 8e de finale de cette compétition. Et on finit avec le dernier club français, c'est l'équipe de Toulouse, hein, qui joue en Europa League contre Union Saint-Gilloise, donc c'est une équipe belge. Et du coup, score final 0-0. Bon, pas grand chose à dire sur ce match, hein, que j'ai pas regardé, j'ai plutôt regardé un peu Marseille hier, hein. Donc les stats, hein, c'est que ça n'avait pas été le même Toulouse que contre Liverpool, hein, on se souvient, où ça a été un match complètement fou, parce que là, Toulouse, c'est seulement 4 tirs dans le match, hein, c'est quand même peu. Une frappe cadrée seulement, Union Saint-Gilloise, les gars, c'est plus de 10 tirs, hein, donc ils auraient peut-être mérité de gagner. Bref, pour Toulouse, c'est un point, et un point, on peut dire, très précieux pour l'optique de se qualifier pour la suite de la compète. Donc le TFC est en très bonne position pour se qualifier au tour suivant. Donc match décisif le 14 décembre, donc ça sera le jeudi, là, dans 2 semaines, hein.
Sur la pelouse de l'Asc, il faudra faire au moins un nul, je crois, pour être sûr de finir en deuxième, parce que la première position, ils ne peuvent plus l'atteindre, c'est Liverpool qui est bien sûr premier du groupe. Et du coup, voilà, Toulouse, l'objectif c'est finir deuxième. Voilà, pour continuer bien sûr, mais bon, ça sera les 16e de finale pour le TFC. Et toujours sur cette équipe, donc l'ambiance est toujours incroyable du côté de Toulouse. Donc cette photo incroyable de l'arrivée du bus du TFC au stadium, ça promet encore une belle ambiance. On peut voir qu'il y avait une foule, beaucoup de supporters toulousains pour envoyer de la force aux joueurs toulousains, même si le match n'a pas été sensationnel, on peut dire. Et c'est l'heure de la pyrotechnique avec tous ces craquages de fumigènes. Ils seront peut-être sanctionnés par l'UEFA, parce qu'on sait que l'UEFA n'aime pas trop ça quand il y a des fumigènes qui sont craqués. Bref, donc voilà le point du match nul pour Toulouse. Et Liverpool, qui jouait dans le même groupe que Toulouse, jouait contre l'Asc, futur adversaire du TFC, et sans souci, Liverpool 4-0, c'était à Anfield. Donc les 4 buteurs, Luis Diaz, Gakpo, Mohamed Salah sur penalty, et Gakpo, il a marqué un doublé, Gakpo. Donc voilà, match à sens unique. Salah, les gars, c'est un but et une passe décisive lors de cette rencontre. Donc plus de 25 tirs, 10 tirs cadrés, 4 buts inscrits par Liverpool, qui a dominé totalement cette équipe de l'Asc. Et on va parler de Mohamed Salah, il a joué et il a marqué un but, également une passe D. Donc 20 buts lors de ses 19 derniers matchs à domicile pour Liverpool, pour Mohamed Salah, toute compétition confondue, que ce soit Coupe européenne, que ce soit Première Ligue, 20 buts sur ses 19 derniers matchs à domicile, c'est très fort ce que réalise Mohamed Salah. Et Salah a étendu son record de club à 44 buts en Europe pour Liverpool. Donc tout à l'heure, en plus, quand je vous ai parlé de Aubameyang qui avait dépassé la barre des 50 buts en Coupe d'Europe, donc j'avais dit que Salah lui était à 56 buts, il en a marqué 44 avec Liverpool, et les autres ont été inscrits avec des autres clubs comme peut-être l'équipe de l'AS Roma où il jouait à l'époque. Donc voilà, 44 buts en Coupe européenne, donc en Ligue des Champions et en Europa League pour Mohamed Salah. Et toujours avec Salah, donc à la fin du match, quelques joueurs de l'Asc lui ont demandé un maillot, parce que voilà, ça reste quand même un très grand joueur, un joueur que tout le monde connaît, et pas de jaloux avec Salah pour les joueurs de l'Asc, cette équipe autrichienne. Je t'en donne un autre dans les couloirs, dit l'Égyptien, un autre joueur qui réclamait également son maillot. Il y en a plusieurs qui ont demandé son maillot, donc il en a donné au moins 2. Après, peut-être, je ne sais pas s'il en a donné encore des autres, des maillots à la fin du match. On va parler aussi de Luis Diaz, un buteur hier avec Liverpool. Donc le Colombien est un peu éclipsé par les statistiques, bien sûr, de Salah, qu'on a parlé avant. On parle beaucoup de Salah, tout ça, du côté de Liverpool, mais peu de Luis Diaz. Mais c'est vrai que lui aussi, les gars, il nous fait un gros début de saison, le joueur colombien. Du coup, classement, ça donne quoi? Donc Liverpool 12 points, donc Liverpool est sûr d'être en 8e de finale de l'Europa League, parce qu'il ne reste plus qu'un match. Ça sera contre Union Saint-Gilloise et ça sera en Belgique. De toute façon, ils ne peuvent plus se faire revenir vu qu'il ne reste plus que 3 points donnés. Et même si Toulouse gagne, ils ne passeront pas devant Liverpool. Donc voilà, Liverpool sûr en 8e. Donc Toulouse, comme j'ai dit, il faudra faire au moins un nul tout simplement pour valider cette deuxième place. Du côté de l'Asc, ça sera dans 2 semaines. On continue avec des autres matchs en Europa League hier. Le TSC contre West Ham. On va parler de la victoire de West Ham 1-0. Regardez le buteur. Bon, c'est tout en bas à droite, les gars. C'est Thomas Soucek. Buteur à la 89e minute de jeu. Tiens, sur une passe D de Maxwell Cornet, l'ancien joueur de Lyon. Et Soucek, les gars, donc les derniers matchs qu'il a fait, à chaque fois, il marque des buts en toute fin de match. Donc là, contre cette équipe, il avait marqué il y a quelques jours contre Burnley le but victorieux à la 90e minute de jeu. Et le match avant, à la 88e minute de jeu, le but victorieux, c'était pas un but du 4 ou 5-0, non, c'était un but vraiment qui donne la victoire contre Nottingham Forest à la 88e. Donc voilà, les 3 derniers matchs, il a été super décisif et super important parce qu'à chaque fois, ça rapporte 3 points de plus à son équipe. Et même si on revient, les gars, avec la trêve internationale, avec la République tchèque, on peut voir que sur ces 5 derniers matchs, à chaque fois, il a inscrit un but, le joueur Thomas Soucek. On continue, on va parler du Bayer Leverkusen, on sait qu'il fait un début de saison énorme. Donc il jouait du côté de Haken, c'est un match d'Europa League et eux aussi, ça passe. Une victoire 2-0 pour les hommes de Xabi Alonso. Donc félicitations bien sûr à cette équipe. Et du côté de Leverkusen, comme souvent, Victor Boniface a été buteur. Donc ses stats cette saison, c'est 12 buts et 6 passes D, toutes compétitions confondues. Donc Leverkusen est qualifié bien sûr pour les 8e et sûr de finir en première position. Ils atteignent directement les 8e de finale. Tous les autres résultats, parce qu'on va pas parler de tous les matchs, donc ça va nous prendre trop de temps. Je sais pas, on pourrait parler de qui en grosse équipe que j'ai pas parlé. Tiens, l'Atalanta Bergame a fait un partout contre le Sporting, ou par exemple, Villarreal s'est imposé 3-2 contre le Panathinaikos. Donc voici tous les résultats de l'Europa League hier. Concernant les meilleurs joueurs, qui a fait la plus grosse performance, il y a Aubameyang, les gars, avec son triplé. Je pense que ça sera lui. Il y a aussi Eriksen, un joueur de Molde, Gakpo, il a marqué un doublé, et Gregoric, un joueur de Fribourg. Je ne sais même pas ce qu'ils ont fait Fribourg. Bon bref, j'ai pas envie de regarder. Mais voilà, je pense qu'Aubameyang,
Bon, c'est le grand favori pour remporter ce prix du meilleur joueur de l'Europa League. On passe rapidement à l'Europa Conference League. Il y avait une équipe française qui jouait, c'est Lille du côté. Alors attends, il faut que je trouve le nom, Ljubljana. Et ça passe pour le LOSC, une victoire 2-0. Kabela et Yazissi ont été les deux buteurs côté lillois. Donc Lille a dominé, mérite sa victoire. 19 tirs, 6 tirs cadrés pour 2 buts inscrits. Et surtout, Lille se sort du Bourbier parce que c'est un Bourbier, c'est ce déplacement du côté de la Slovénie, du côté de Ljubljana. Et surtout, pourquoi c'est un Bourbier? Parce que regardez les gars, les conditions du match, parce qu'en gros là il y a la tempête du côté de la Slovénie, donc il y avait beaucoup de pluie. Regardez le terrain les gars, il était inondé d'eau, c'était pratiquement pas du football, c'était inondable. Et dans ces conditions très difficiles, très délicates, Lille s'impose 2-0. Il fait une très très bonne opération bien sûr pour se qualifier pour la suite de la compète. Et concernant Yazissi, il a été buteur lors du match, et c'est un record. Yazissi devient seul meilleur buteur de l'histoire du LOSC en Coupe d'Europe. Voilà, peu importe Ligue des Champions, Europa League, Europa Conference League, en Coupe d'Europe c'est lui le meilleur buteur de l'histoire du LOSC. Et juste le coup dur les gars, on va parler de Umtiti qui est sorti sur blessure contre Ljubljana, visiblement touché aux ischios, donc les ischio-jambiers c'est derrière la cuisse, peut-être une pointe, c'est pas bon pour Umtiti. Donc c'est si triste qu'il soit autant embêté par des pépins physiques. On espère rien de grave pour Umtiti qui va passer des tests aujourd'hui pour savoir combien de temps il sera indisponible. On va parler aussi d'autres matchs en Europa Conference League et deux équipes turques qui ont pris deux corrections. Tout d'abord le Fenerbahçe qui jouait du côté de Nordjylland et une défaite 6-1 du Fenerbahçe. Ça a été un match catastrophique pour eux, donc ils ont concédé plus de 21 tirs, 12 tirs cadrés, la moitié des tirs cadrés ont fini au fond des filets avec 6 buts encaissés, donc ça a été dur bien sûr pour le Fenerbahçe. Et le Fenerbahçe, on peut voir, sont actuellement 3e, donc actuellement ils sont quasiment éliminés de cette Europa Conference League. Pourtant c'est un groupe quand même à leur portée avec Ludogorets, Nordjylland et le Spartak Trnava. Bref, donc il reste plus qu'un match. Bon, le Fener joue contre les derniers qui ont seulement un point. On peut voir que Ludogorets a 9 points également et Nordjylland qui les a gagnés hier 10 points. Donc le Fener devra absolument s'imposer lors du dernier match à domicile pour viser tout simplement une qualification pour la suite de la compète. Et j'ai dit il y avait une équipe turque, donc le Fener une autre, le Beşiktaş qui joue à domicile contre le club Bruges. Ils ont pris une manita 5-0 pour l'équipe de Bruges, 14 tirs, 10 tirs cadrés et la moitié des tirs cadrés ont fini au fond des filets. Donc Beşiktaş c'est seulement un tir cadré dans le match, ils n'ont rien montré hier. Donc belle victoire du club Bruges parce que 5-0 là-bas au Beşiktaş où l'ambiance est spéciale, il faut le faire. Donc voilà, c'est vrai que c'est la soirée a été très dure pour ces deux clubs turcs lors de cette soirée européenne hier. Sinon tous les autres résultats, donc je parlais de quasiment tout, des plus grosses équipes. La Fiorentina s'est imposée 2-1 contre Genk, ou par exemple Aston Villa s'est imposé 2-1 contre Legia. Et à noter que côté Aston Villa les gars, donc comment ça s'appelle, Moussa Diaby a été décisif, 4 buts et 3 passes D comme cette saison pour l'ancien joueur du Bayer Leverkusen. Les stats sont très très bonnes pour lui. Et on va parler également d'un match les gars, donc la rencontre entre Helsinki et Aberdeen a été interrompue hier à la 53e minute car les supporters visiteurs lançaient des boules de neige sur le gardien finlandais. Et du coup le match a dû être arrêté parce que le gardien prenait des boules de neige dans le dos. Du coup toujours sur cette compète, les 4 meilleurs joueurs qui sera élu, je sais pas, parmi ces 4 là, on connaîtra bien sûr dans la journée l'heureux élu. Du coup on fait le point les gars maintenant des clubs français sur cette semaine de Coupe d'Europe. Il y a eu la Ligue des Champions, l'Europa League et l'Europa Conference League, donc le bilan est plutôt bon malgré que ça avait très mal démarré avec la défaite de Lens et le match nul du PSG. Du coup on sort quand même avec 3 victoires, surtout hier, 2 matchs nuls et une défaite. Donc voici les équipes qui ont floppé. Donc Lens qui a floppé énormément en prenant un 6-0. Donc le PSG et Toulouse c'est match nul, et sinon victoire de Lille, Rennes et l'OM, et ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour l'indice UEFA français, surtout OM contre l'Ajax. Ça je l'ai pas dit tout à l'heure parce que on sait que la France, championnat français en ballottage avec le championnat néerlandais, puis là c'est une victoire d'un club français contre un club néerlandais, et grâce à la victoire de l'OM, du LOSC et du Stade Rennais, la France repasse devant les Pays-Bas. C'est fou avant-hier on était derrière, après on est repassé devant eux, puis là ils étaient repassés devant nous hier, vu que le PSV s'est imposé et Lens s'était incliné, et du coup là on repasse devant le championnat néerlandais. Bon, ça se joue à rien, n'oubliez pas qu'en début de saison les gars on avait quasiment 2000 points de retard sur les Pays-Bas, on a pris beaucoup de points cette année et c'est pour ça que maintenant on est juste devant eux, et ça c'est une bonne nouvelle parce que dans 2 ans, la saison prochaine c'est sûr on aura 3 équipes françaises en Ligue des Champions qualifiées direct et le 4e jouera les barrages, mais là on parle plutôt de 2 ans.
on garderait ces 3 équipes françaises qualifiées directement pour la LDC et une 4e qui pourrait jouer les barrages, qui voudrait dire que peut-être pendant 2 ans d'affilée, on pourrait avoir 4 équipes françaises en LDC, comme par exemple en Allemagne, en Italie, ou même en Angleterre. C'est pour ça que c'est très important de rester devant le championnat néerlandais. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts, les gars, pour la qualification de ces 3 clubs français. C'est vrai que les clubs français, il y en a plein qui sont déjà qualifiés. Enfin, Marseille qui est déjà qualifié, Rennes qui est déjà qualifié, Toulouse qui est quasiment qualifié, mais bon, pire, ils seront en Europa Conference League. Et c'est vrai que le PSG, Toulouse et Lens, il va falloir confirmer aussi dans 2 semaines pour valider tout simplement les qualifs. C'est Lille, voilà, que je voulais dire à la place de Toulouse, que Lille s'y sont officiellement qualifiés. Donc voilà ce qu'on va dire sur cette semaine de Coupe d'Europe. On passe rapidement, les gars, du côté de l'Arabie Saoudite. Il y avait quelques rencontres. Tout d'abord, l'équipe de Benzema Al-Ittihad joue un match de Saudi Pro League, donc première division saoudienne, contre l'équipe de Al-Khalej. Et victoire 4-2 de l'équipe de Al-Ittihad. On peut voir les buteurs. À noter que Benzema a été buteur. On peut voir à 29e minute. Benzema sur penalty. Donc félicitations bien sûr à l'ancien attaquant du Real Madrid pour son but, mais coup dur pour lui parce que Benzema est sorti sur blessure hier soir lors de cette rencontre. Le Français boitait. Il avait l'air d'être d'être à la limite des larmes en quittant la pelouse. Peut-être c'est grave, on ne sait pas. On en saura beaucoup plus dans la journée. On espère qu'il ne soit pas blessé, bien sûr. L'attaquant KB9. Il y avait aussi l'équipe de Abba qui jouait contre l'équipe de Al-Ali. Et grosse victoire de Al-Ali 6-0. À noter que Gabri Vega, l'ancien joueur du Celta Vigo, qui faisait un début de saison très délicat parce que jouait peu. Donc il était énorme dans ce match, les gars. Il a marqué 2 buts et délivré 2 passes D sur les 6 buts de l'équipe de Al-Ali. Donc félicitations à lui. À noter que Riyad Mahrez a été également buteur. Ou même Franck Kessié, l'ancien joueur du Barça, a également été buteur lors de cette rencontre. Donc les stats bien sûr en totale faveur de l'équipe de Al-Ali. Le classement, donc Al-Hilal toujours devant Al-Nasser et Al-Ali avec sa victoire à la 3e position. Donc concernant Al-Nasser et Al-Hilal, ils jouent aujourd'hui, vendredi, leur rencontre de championnat. On revient en Europe, les gars. Regardez le programme aujourd'hui des champions, enfin ce qui se passe en championnat ce soir. Donc Darmstadt contre Cologne, c'est à 20h30. Las Palmas contre Retafe, c'est à 21h. Reims contre Strasbourg, c'est ce soir à 21h. Et la Juve joue ce soir contre l'équipe de Monza. Donc voilà les 4 rencontres plutôt dans les gros championnats en Europe. Et concernant la 14e journée de Ligue 1, parce que je dis il y a Reims, Strasbourg ce soir. Donc demain à 17h, il y aura un Lens contre Lyon. Donc belle affiche. Demain soir, ça sera Nantes contre l'équipe de Nice, qui n'a toujours pas été menée cette saison. Le PSG joue, n'oubliez pas, dimanche à 13h. C'est un horaire toujours délicat. Donc ça sera du côté du Havre. Après, il y aura un Toulouse-Lorient, il y aura un Brest-Clermont et un Monaco-Montpellier à 15h. Et à 17h05, ça sera l'équipe de Lille contre l'équipe du FC Metz. Et le match dimanche, je crois qu'il y aura un match aussi. Je ne sais pas c'est qui parce qu'il n'est pas indiqué. On continue, les gars. On va parler du classement FIFA qui a été mis à jour tout simplement. Donc regardez le top 10. Donc l'Argentine, du coup, on savait, vu que l'équipe de France n'avait pas gagné contre la Grèce et les Français devaient s'imposer pour être devant l'Argentine. Du coup, la France reste à cette 2e place. L'Argentine première. L'Angleterre, les gars, gagne des places. C'est surtout le Brésil, les gars, qui prend à -2. Tiens, je vais vous montrer ce classement comme ça. Vous pouvez voir les points et surtout les positions gagnées. Donc l'Angleterre gagne une place, la Belgique gagne une place et le Brésil perd 2 places. N'oubliez pas que le Brésil reste sur 3 défaites d'affilée. Donc ils ont perdu des points et du coup maintenant ils sont à cette place-là. Donc les Pays-Bas gagnent une place. Le Portugal perd une place. Bon, le Portugal, pourtant, ils ont gagné leurs 2 matchs. Mais voilà, ça se joue à rien. Regardez, c'est en centième. Donc ça, c'est par rapport aux Pays-Bas et au Portugal. Et sinon, l'Espagne a toujours 8e, l'Italie 9e et la Croatie à la 10e position, bien sûr, de ce classement. FIFA qui a été mise à jour exactement, c'était hier, le 30 novembre. C'est toujours fin du mois à chaque fois qu'il est mis à jour. Ce classement, donc c'est le dernier classement, bien sûr, sur cette année 2023. Et sinon, vous l'allez un peu plus loin jusqu'au top 40. Donc voilà, l'Uruguay à la 11e position, le Mexique 14e, il y a le Maroc à la 13e position, la Suisse à la 18e position, l'Autriche par exemple à la 24e position. Et concernant les nations africaines, donc en dehors du top 40, parce que là on peut voir que le Nigeria 42e, le Cameroun 46e ou la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la future CAN, est actuellement à la 50e position du classement FIFA. On revient, les gars, un an jour pour jour en arrière et c'est passé pas mal de choses le 1er décembre 2022. Et tout d'abord, le Japon se qualifie en 8e de finale en s'imposant face à l'Espagne sur le score de 2-1. On se souvient tous de cette remise de Mitoma, le joueur de Brighton, sur le but japonais qui avait grandement fait polémique parce que regardez sur l'action, là, la photo, on ne sait pas si le ballon s'il était sorti ou non. Donc l'arbitre avait dit qu'il n'était pas sorti et du coup ça avait fait but, mais bon, c'était joué à rien. Donc la FIFA avait carrément publié pour se justifier du but validé. Il se peut que des caméras aient
présenté les images trompeuses, mais selon les preuves disponibles, le ballon n'était pas entièrement sorti des limites du terrain, avait indiqué la Fédération mondiale dans un tweet. Voilà, c'était ce match qui avait beaucoup fait débat. Et du coup, ce jour-là, les gars, parce que les deux matchs étaient joués en même temps, l'Allemagne jouait contre le Costa Rica. Et du coup, l'Allemagne était éliminée. C'était il y a un an jour pour jour, c'était le 1er décembre 2022. Donc les hommes de Hansi Flick payaient leur défaite face au Japon et leur match nul face à l'Espagne lors des 2 premières journées. Malgré une victoire 4-2 face au Costa Rica, les Allemands étaient éliminés au premier tour de la plus prestigieuse des coupes, la Coupe du Monde, pour la seconde fois consécutive, parce qu'ils avaient déjà floppé en 2018 et ils avaient floppé il y a quelques mois au Qatar. Donc voilà, concernant cette équipe, n'oubliez pas qu'il organisera l'Euro là dans quelques mois. Toujours il y a un an jour pour jour, le Maroc, les gars, s'imposait face au Canada 2-1 et se qualifiait pour les 8e de finale. Les hommes de Walid Regragui ont terminé premier d'une poule composée de la Croatie, de la Belgique et du Canada. Donc les Lions de l'Atlas ont accédé aux phases finales de la compétition pour la première fois depuis 86, donc ce qui veut dire depuis 37 ans en gros. Donc ils avaient atteint jusqu'à les demi-finales, c'était sélection marocaine. Donc voilà ce qu'il y avait à dire par rapport à ce qui s'est passé il y a un an, jour pour jour en Coupe du Monde. Paolo Maldini sur les dirigeants de l'AC Milan aujourd'hui. Il y a un nouveau conseil d'administration, mais il y a quelqu'un qui n'a aucune idée, aucun respect pour l'identité de l'AC Milan. S'il vous plaît, respectez l'histoire de Milan. Le président Scaroni fêtait le Scudetto, mais à côté de ça, je le voyais souvent quitter le stade pendant les matchs quand les choses n'allaient pas bien. Donc voilà ce que peut dire Paolo Maldini. N'oubliez pas que Maldini a été viré par l'équipe de l'AC Milan, c'était l'ancien directeur sportif de cette équipe. Officiel, Elie Wahi cope d'un match ferme après avoir été exclu sur 2 cartons jaunes contre Clermont samedi dernier. Du coup, il ne pourra pas jouer le match demain contre l'équipe de Lyon. Il sera suspendu. L'attaquant lensois. André Ayew aussi qui avait pris un carton rouge en bout de 2 minutes de jeu lors du dernier match du Havre. Donc il a pris un match ferme. Du coup, l'ancien Marseille manquera la réception du Paris Saint-Germain après-demain. Ça, c'est un coup dur bien sûr pour André Ayew. Officiel, Fabio Grosso n'est plus l'entraîneur de l'équipe de Lyon. C'est fou les gars. Il est arrivé il y a à peu près un mois et demi et il est déjà viré. Voilà, il a été mis à pied hier. Puis dans la foulée, les gars, on a pris son licenciement à cause des mauvais résultats et la défaite de trop, la défaite contre Lille. C'était il y a quelques jours, 2-0. Et Fabio Grosso n'aura dirigé seulement 7 matchs du côté de Lyon. C'est peu. Donc il est ainsi devenu le coach le plus éphémère de l'histoire du club. C'est-à-dire le coach en gros qui a dirigé le moins de matchs avant d'être viré. Donc c'est déjà le deuxième coach viré. Il y a eu Laurent Blanc viré, Grosso viré. Parce que Lyon est actuellement dernier de la Ligue 1. Donc qui sera le nouveau coach? On va en parler juste après. Et Grosso à son groupe après la défaite 2-0 face au LOSC dimanche dernier. Il a dit: si vous pensez que c'est moi, allez voir Textor et dites-lui de me virer. Mais il faut avoir les couilles de me le dire en face avant. Moi je pense que c'est notre faute commune. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez voir Textor. Je vous demande juste de me le dire avant. Voilà, donc c'est vrai qu'il est responsable, mais il n'y a pas que lui les gars, c'est pas lui qui est sur le terrain. Après il donne les consignes, c'est vrai que ses choix étaient très surprenants. Mais moi qui n'ai pas coach les gars, j'aurais peut-être pas fait les mêmes choix que lui, bref. Et voilà, après il y a aussi les joueurs sur le terrain. C'est vrai que Lyon actuellement ce qu'il propose les gars c'est très très médiocre et c'est que c'est compliqué. Tu peux même peut-être ramener le meilleur coach, un Pep Guardiola. Je sais pas s'il arrivera à sortir la tête de l'eau avec cette équipe de Lyon, avec l'effectif actuel. Et du coup il y a des noms qui circulent comme celui de Bruno Genesio qui est prêt à revenir. N'oubliez pas que l'ancien coach de Rennes qui a été viré lui également il y a 3 semaines est libre et c'est un candidat. Mais pour l'instant, John Textor consulte plus largement. Il pourrait ainsi décider de garder Pierre Sage parce que Pierre Sage, c'est le directeur du centre de formation lyonnais. C'est lui qui va prendre l'intérim du côté de Lyon en attendant d'un nouveau coach ou non. Parce que si ça se passe bien, par exemple, si imagine Lyon demain s'impose à Lens, il pourrait garder peut-être Pierre Sage. Mais sinon, s'il venait à changer d'entraîneur, les gars, donc il y a des noms qui circulent. Sampoli, Igor Tudor. Bon, Igor Tudor n'est pas très intéressé, on en parlera tout à l'heure, et aussi Genesio les gars. Et le vestiaire lyonnais pousserait pour Genesio qui revienne l'entraîneur de Lyon. L'ancien coach de Rennes a gardé de bons liens avec Tolisso et Lacazette notamment. Donc affaire à suivre. Et toujours du côté de l'Olympique Lyonnais, Juninho devrait faire son retour également à Lyon. Le Brésilien deviendra le conseiller de John Textor, voilà, normalement, dans les futurs mois. On va parler de Hara, dans les futures semaines, peut-être futurs jours, parce que futurs mois, ça ferait beaucoup. Bref, on va parler de Arnaud Tenas. Vous savez, c'est ce gardien, ça a été une recrue du PSG l'été dernier. Il devrait déjà quitter le Paris Saint-Germain. Il pourrait être prêté par le PSG cet hiver, parce qu'en gros, il n'a jamais gaulé. Quand tu as Donnarumma, tu as Keylor Navas en doublure, puis tu es lui numéro 3. Et tu joues pas, voilà. Donc le gardien espagnol est disposé à rejoindre un club moins huppé afin d'accumuler du temps de jeu. Ce serait bien pour tout le monde, comme ça le PSG pourrait prêter son gardien pour qu'il puisse avoir du temps de jeu et pour lui au moins pour jouer. Donc voilà, il devrait déjà quitter le PSG seulement 6 mois après son arrivée. Jamie Carragher révèle que Léo Messi l'a traité d'âne en message privé sur Instagram. Donc j'ai dit que je trouvais que Ronaldo n'était pas une bonne recrue pour Manchester. Puis j'ai ajouté que Messi ne l'était pas non plus pour le PSG. Il m'a traité d'âne après sur Instagram.
petite info sur Jamie Carragher maintenant qui travaille sur une chaîne sportive anglaise. Daniel Riolo en remet une couche sur le match de Bradley Barcola contre Newcastle où il n'a pas été bon. Il a dit au moment où le PSG se crée des occasions, il s'est trouvé comme celui qui était au bout. C'est Bambi. Donc Bambi, il a tout raté. Il a une chaussure, c'est du coton. Voilà, les mots forts de Daniel Riolo sur le match de Barcola. Avec Barcola, il rentre en jeu et surtout qu'on lui reproche, enfin surtout par rapport à Riolo, c'est toutes les occasions qu'il a eues. Il aurait pu marquer un triplé, Barcola, les gars, contre Newcastle. Il finit avec 0 but et que des frappes hors cadre et une frappe cadrée où il a tiré en plein sur le gardien. Toujours du côté du PSG, le trophée des champions entre le PSG et Toulouse aura bien lieu normalement au Parc des Princes le mercredi 3 janvier 2024. Ce sera le premier match de l'année prochaine, on peut dire, pour le PSG ou même pour Toulouse. Donc ce match devait se jouer déjà en Thaïlande, après il devait se jouer en Arabie Saoudite, enfin au Qatar plutôt, il va même se jouer je ne sais plus où, donc là il va se jouer normalement au Parc des Princes. Voilà, l'officialisation devrait être aujourd'hui, mais regardez sur le site officiel, la billetterie officielle du PSG, on peut déjà pratiquement commander les places, enfin réserver les places. Donc voilà, ça sera un avantage bien sûr pour le PSG. Là, ce serait comme un match à domicile pour un trophée au bout. L'Inter Miami a déjà vendu ses abonnements pour la saison 2024. Je ne peux pas imaginer pourquoi. Donc bien sûr, parce que Messi, n'oubliez pas que la nouvelle saison de MLS commence au mois de février prochain. Et voilà, déjà tous les abonnements ont déjà été vendus pour la saison prochaine. Parce que Messi, bien sûr, reste du côté de Miami. Eric Dimeco annonce qu'Igor Tudor a refusé de signer à l'AS Monaco cet été. Par respect pour l'OM, il ne voulait pas passer de l'OM à Monaco, du coup c'est pour ça qu'il a dit non à Monaco, sinon il aurait pu être coach de Monaco. Et concernant l'équipe de Lyon, donc la même chose, Igor Tudor ne serait pas du tout intéressé de devenir l'entraîneur de Lyon, peut-être par respect aussi pour l'OM, il privilégierait plutôt un retour du côté du championnat italien. Eduardo Camavinga a dû supprimer cette photo de ses coéquipiers avec ses lunettes sur Instagram, je l'ai dit hier en plus qu'il a pris une photo de tous les joueurs du Real avec ses lunettes qu'il portait lors du match, enfin il était en tribune parce qu'il est blessé, et du coup il a dû supprimer cette photo. Pourquoi? Il s'agit d'une monture, en gros c'est des lunettes Nike, alors que certains joueurs photographiés sont sous contrat avec d'autres équipementiers comme Adidas, Puma, et bien sûr ça passe pas, ils peuvent se faire sanctionner, et c'est pour ça qu'il a dû supprimer tout ça, parce que les autres équipementiers Adidas et Puma, pour eux ça passe pas du tout. Nico Paz, vous savez c'est le joueur du Real Madrid, le jeune joueur argentin qui a marqué un magnifique but. On peut voir regarder sa soeur et sa maman qui étaient en tribune du côté du Bernabeu, qui étaient très émus après le premier but bien sûr de Nico Paz. C'était lors du match de Ligue des Champions contre Naples. Regardez cette photo, Nico Paz, joueur argentin, donc 5 millions d'euros, mais s'il s'appelait Niki, joueur espagnol, joueur du Barça, un peu comme Gavi, Xavi, vous savez les noms qui finissent en I du côté de Barcelone, de l'Espagne, peut-être il coûterait 100 millions d'euros bien sûr. Donc bon, voilà, c'est une photo on va dire plutôt marrante. 40 joueurs actuellement de Ligue 1 sont actuellement blessés, ça fait beaucoup du côté du PSG, il y a quand même 6 blessés, Montpellier 6 blessés, ou Monaco 5 blessés. Vous savez qu'on sait qu'avec tout ce calendrier chargé, ça fait beaucoup de joueurs blessés, tout ça. Puis regardez, plus de 40 joueurs de Ligue 1 sont actuellement blessés. Et concernant un joueur, Sofiane Diop, donc blessé, donc souffre d'une fracture du 3e métatarse et devrait être éloigné des terrains pour au moins 6 semaines. Et du coup, le Niçois devrait vraisemblablement être forfait pour la prochaine CAN avec le Maroc. C'est pas bon ça, bien sûr. 6 semaines alors que la CAN commence dans à peu près 4 semaines à peu près. Donc voilà, le délai serait trop court, donc il devrait être forfait normalement pour jouer cette future CAN. Sofiane Diop, on lui envoie beaucoup de force. On va parler de Youssef Attal, ne portera plus le maillot de l'OGC Nice, suspendu par le club, sanctionné par la LFP et convoqué par la justice pour provocation à la haine à raison de la religion. Le latéral droit devrait quitter normalement le club de l'OGC Nice dès le mercato hivernal. On va parler de Manchester United qui est très intéressé par Guirassy en vue d'un transfert pour l'hiver prochain. Aucune offre ni négociation n'ont été entamées. Pour le moment, l'AS Roma, l'AC Milan et Newcastle sont également intéressés par l'international guinéen. N'oubliez pas qu'il a une clause, les gars, quand même, fixée à 17,5 millions d'euros. C'est pour ça que je pense que beaucoup de clubs peuvent être intéressés par son profil. On va parler de l'équipe, c'est qui? L'équipe Lavallois, c'est du futsal, voilà, du foot en salle en gros. Ils jouent un match de Ligue des Champions, c'est le seul représentant français. Bon, ils ont pris une grosse correction, ils ont perdu 7-0 contre le Barça. Ligue des champions de futsal. Donc pour leur première participation, les Lavallois ont réussi à aller jusqu'au tour élite, mais après c'était trop compliqué parce que le Barça c'est quand même une très grosse équipe dans le futsal. Officiel, Felipe Luis annonce sa retraite sportive à l'âge de 38 ans, ancien joueur par exemple de l'Atlético Madrid. Maintenant il était du côté de Flamengo. En gros il annonce tout simplement mettre un terme à sa carrière de footballeur. Donc bonne chance, mais surtout bonne continuation dans ce qu'il va entreprendre pour la suite de sa carrière. Et on finit les gars aujourd'hui avec Mohamed Salah, qu'on parlait tout à l'heure de Salah. Et Salah les gars, il raconte son addiction pour les échecs.
Tiens, par exemple, Kingsley Coman aussi, c'est un grand amateur des échecs. Hein, vous savez le jeu, moi je sais pas y jouer, hein, jamais joué, mais lui c'est un grand fan et il joue beaucoup. Regardez, il dit, hein, je joue littéralement aux échecs tous les jours sur internet. Je suis accro, j'utilise un nom d'utilisateur avec mon nom, donc il doit s'appeler Mohamed Salah, suivi de quelques chiffres derrière. Hein. Les gens me demandent si je suis Mohamed Salah et je réponds s'il est le vrai Mohamed Salah et je réponds oui, mais ne me crois pas, tu mens, me disent-ils. Hein. Puis je finis par dire d'accord, je mens, je ne suis pas aussi fort que le champion Magnus Carlsen, mais je suis bon. Donc voilà les gars, Salah, grand fan des échecs. Voilà. Bah, si par exemple vous jouez contre un Mohamed Salah avec pas mal de numéros derrière, c'est peut-être le joueur de Liverpool contre qui vous jouez les gars. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image et demain samedi bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.